Bonjour et bienvenue à l'Érable en bref. Aujourd'hui, nous nous occupons de deux thématiques générales. Un résumé de la séance ordinaire du Conseil de la ville de Plessisville du 11 mars 2024 et les premiers serments de l'Université du 3e Âge dans l'Érable en bref. Nous commençons par le résumé des points salients de la séance du Conseil de Plessisville du mois de mars. Alors, bienvenue à la séance du 11 mars 2024. La ville de Plessisville a approuvé une contribution de 35 000 $ pour une étude d'avant-projet qui vise à agrandir le gymnase de la polyvalente La Samar. Contribution à l'étude d'avant-projet du complexe sportif La Samar. Donc, il s'agit d'autoriser le trésorier à procéder au paiement de 35 000 $ qui correspond à la contribution de la ville pour l'avant-projet d'agrandissement pour les gymnases de la polyvalente La Samar. Proposé M. Marc Gendron. Le Conseil de Plessisville a aussi approuvé l'embauche de coordonnatrice au service d'animation estivale 2024. Embauche de coordonnatrice au service d'animation estivale 2024. Ça s'en vient? Donc, considérant l'organisation des activités de loisirs pour la période estivale, considérant aussi l'intégration des enfants à besoins particuliers qui requièrent une logistique complexe impliquant en amont les interventions dans les milieux scolaires et les services sociaux, il s'agirait d'embaucher rétroactivement au 1er janvier 2024 les deux coordonnatrices suivantes, soit Léonide Astou et Anakim Jolin, de façon permanente du 25 juin au 30 août 2024 et de façon sporadique selon les besoins du service pour le restant de l'année. Proposé par Mme Annick Héon. La séance du Conseil de la ville de Plessisville a traité aussi sur deux sujets qui ont produit des discussions citoyennes dans les derniers mois: les bâtiments des églises de Plessisville et l'investissement en énergie éolienne. Démission d'un membre du comité de sauvegarde du patrimoine religieux. Oui, donc on a reçu par courriel le 6 février la démission de M. Gabriel Michaud et le 12 février celle de M. Richard Côté à titre de marié élu à l'Assemblée de la Fabrique. Donc, ce serait simplement de prendre acte de leur démission et de le remercier pour leur implication dans ce comité depuis mars 2022. Proposeur. Oui, je propose. M. Morin propose. Ces démissions voulaient éviter les conflits d'intérêts. Les deux membres du comité de sauvegarde du patrimoine religieux de la ville de Plessisville ont démissionné à ce comité pour pouvoir poursuivre leur travail comme membres du conseil d'administration de la fabrique Notre-Dame des Érables, propriétaire de deux églises de Plessisville. La ville et la fabrique se trouvent en négociation pour régler une vision différente sur l'avenir de ces deux bâtiments de culte de Plessisville. Là, on va avoir une rencontre avec la fabrique. On va planifier une rencontre. M. Paquet a écrit à Pierre, là, peut-être 2 semaines, 3 semaines, puis on attendait ce soir pour nommer les gens sur le comité Ville-Fabrique. Puis on va donner suite, là, puis on espère avoir de belles discussions. Finalement, un citoyen a mis en question les avantages de la construction du parc éolien de Broughton dans la MRC des Appalaches, où la MRC de l'Érable est un des investisseurs. Mais moi, pour le projet éolien, pour investir à 45 millions, bien là, 45 millions, là, quand tu as des villages qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas d'égout. Oui, mais c'est des revenus garantis. Ouais, c'est pour ça qu'ils le prêtent. Oui, mais c'est des revenus garantis. Qui va aider à payer les égouts des villages, qui va aider à payer... avec ça. Cette observation a été répondue par le maire de Plessisville. Saint-Pierre-de-Broughton, le budget, les revenus de taxes sont de 1,2 million, mais Saint-Pierre-de-Broughton va avoir à peu près 1,4 million de redevances des éoliennes qui sont sur le terrain. Autrement dit, les gens qui restent à Saint-Pierre-de-Broughton pourraient ne plus payer de taxes. Selon les conditions du contrat d'Hydro-Québec, pour avancer, les projets éoliens doivent recevoir l'appui de la population. Fait que là, le gouvernement et l'Hydro-Québec, ils ont dit, garde, dorénavant, c'est 50% qui va aller au MRC avec une acceptation sociale. S'il n'y a pas d'acceptation sociale, il n'aura pas, c'est sûr. Dans notre émission Érable approfondie du 2 mars 2024, nous nous sommes entretenus avec les responsables de l'Union des producteurs agricoles où le projet Broughton pense s'installer. On ne veut pas qu'il y ait aucune construction d'éoliennes sur des terres cultivées. Si la compagnie prévoit construire soit dans zone agricole cultivée ou dans une érablière, on va s'objecter. Par contre, nos demandes d'entrevue en télédiffusion pour partager ces observations à la MRC des Appalaches et la MRC de l'Érable ont été refusées.
Nous avons tenté de contacter aussi l'entreprise qui a gagné l'offre de construction du parc éolien Pattern Renewable Holdings Canada 2 ULC. Mais la même existence des bureaux de l'entreprise sous cette dénomination a été impossible de vérifier par notre équipe journalistique. L'entreprise avec siège central à San Francisco aux États-Unis est enregistrée à Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada, dans l'adresse qui apparaît dans l'écran. C'était la même adresse du bureau de cabinet des avocats McKean Cooper. Dans les dernières semaines, nous avons contacté le cabinet des avocats McKean Cooper et son personnel nous a informé par téléphone que Pattern Renewable Holdings Canada 2 ULC était leur client. Nous avons attendu 12 semaines pour avoir une réponse à notre demande d'entrevue pour l'entreprise qui construira le parc éolien Broughton par la médiation de son cabinet des avocats. Le cabinet dit ne pas avoir eu de réponse de son client. Dans le même sens, à la fermeture de cette édition, nous n'avons pas eu de réponse au message téléphonique du bureau de Toronto, loué apparemment par Pattern Energy depuis un an. En conséquence des observations que l'Union des producteurs agricoles et les citoyens nous font parvenir ne peuvent être rédigées à aucune place pour trouver une réponse publique. Et ces citoyens se plaignent sur l'espace de débat pendant la séance d'information sur l'énergie éolienne de décembre 2023 organisée par la MRC de l'érable. Quand on a eu la rencontre au Carrefour, j'ai trouvé ça ordinaire comme réunion, là, en tout cas, c'était organisé ordinaire. C'était pas la place pour débattre beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas vérifier la façon dans laquelle la séance d'information de décembre 2023 s'est déroulée parce que les médias n'ont pas été invités à se rencontrer avec inscription obligatoire. Cela conclut le résumé des faits après des notes de la séance de conseil de la ville de Plessisville du 11 mars 2024. Maintenant, nous changeons complètement de thématique pour nous occuper de la formation des personnes de plus de 50 ans avec le premier segment de l'Université du troisième âge dans l'érable en bref. Bonjour et bienvenue à ce premier segment de l'Université du troisième âge dans l'émission Érable en bref de la TVC. Mon nom est Nathalie Bishop, responsable de communication de l'Université du troisième âge Arthabasca Érable et animatrice invitée pour cette première rencontre télévisuelle. L'Université du troisième âge pour le secteur Arthabasca Érable compte 11 années d'histoire dans la région. Actuellement, ces 315 étudiantes et étudiants de 50 ans et plus sont répartis dans le territoire d'Arthabasca Érable. L'Université du troisième âge est affiliée à l'Université de Sherbrooke. Par contre, aucun diplôme n'est exigé pour s'inscrire comme étudiant de l'Université du troisième âge. En plus, il n'y a aucun examen ni travaux à compléter. Les principales motivations sont le plaisir d'apprendre et de partager avec les autres étudiantes et étudiants. Dans les prochaines semaines, différentes conférences sur la santé et l'histoire seront offertes dans la bibliothèque de Plessisville pour les personnes de 50 ans et plus de la région de l'Érable et les alentours. Pour nous donner plus de détails sur ces formations, nous recevrons comme invitée Mme Lina Sévigny, bénévole à l'Université du troisième âge, qui s'intéresse à la communication et à la diffusion de nos activités. Elle nous expliquera l'offre de conférences disponible à Plessisville en avril et mai de 2024. Pendant l'entretien avec Mme Sévigny, nous partagerons également une capsule vidéo pour mettre en contexte les activités de l'Université du troisième âge affiliée à l'Université de Sherbrooke au Québec. Des étudiantes et des étudiants, ainsi que des conférenciers et professeurs, témoigneront de leur expérience enrichissante au sein de cette organisation universitaire qui soutient et veut faciliter l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances chez les adultes. Nous commençons donc ce premier segment de l'Université du troisième âge avec la capsule vidéo suivie de notre invitée, Mme Lina Sévigny. L'UTA, elle est présente dans plus de 60 villes au Québec. Mais c'est la première université en Amérique du Nord qui a mis en place un système de cette nature-là. Alors, le nombre de cours que l'UTA offre
Ce n'est pas seulement que des cours d'histoire ou des cours de géographie, mais il y en a autant en comptabilité, il y en a en mathématiques, il y en a en physique, il y en a en administration, il y en a... En tout cas, c'est plein de sujets. Je pense qu'à partir de 50, 55 ans, 60 ans, il y a un milieu d'apprentissage fort intéressant ici. Je suis ici depuis 2 ans. Je suis des cours de l'UTA par intérêt personnel parce que moi, j'ai pas eu l'opportunité de faire l'université, mais je voulais élargir ma culture. Je suis nouvellement retraitée, en fait, jusqu'à maintenant. Moi, j'étais en ressources humaines. Donc, là, j'avais le goût de toucher à des choses de l'histoire de l'art, la géographie, des choses qui sont différentes de mon quotidien. Moi, c'est ce que je trouve intéressant de l'UTA, c'est vraiment la possibilité de choisir. Donc, selon son horaire, selon son temps, selon ses intérêts. Avec la programmation, je peux aller chercher le cours qui m'intéresse. Là, j'ai suivi des formations au niveau de la bourse. Là, c'est un cours d'histoire sur le Québec. Donc, c'est très varié, c'est intéressant. Puis, c'est une occupation aussi qui fait en sorte qu'on rencontre des gens, puis ça nous permet de vivre d'autres expériences. Ce qui est intéressant, bien sûr, en présentiel, on est avec des gens qui ont tous le goût d'être là pour apprendre, pour le plaisir. En fait, les professeurs avec nous sont très à l'aise, sont très naturels, sont très généreux, je dirais, de commentaires, d'anecdotes, puis ont le goût vraiment de transmettre leur savoir, mais avec un contexte très ouvert, très chaleureux, très à l'écoute des questions. L'Université du troisième âge nous offre cette possibilité-là d'aller toujours un peu plus loin, et ça sans avoir obtenu une formation préalable de nature universitaire. La qualité des profs qui interviennent à l'UTA et la qualité des étudiants et des étudiantes qui participent à ce projet-là est tellement grande, puis le plaisir qu'on y trouve, vous ne pouvez pas passer à côté de cet objectif-là de participer à tout ça. Financièrement, c'est pas très onéreux. On n'a pas besoin d'avoir un parcours académique universitaire pour s'y rendre. C'est accessible pour tout le monde. C'est très, très, très diversifié comme intérêt. Donc moi, je dirais l'essayer, c'est certainement l'adopter. Bonjour, Madame Lina, bienvenue à cette émission. Merci. Merci de me recevoir. Bon, on va commencer pour savoir, est-ce qu'on pourrait dire que l'Université de troisième âge, c'est un organisme à but non lucratif? Oui, tout à fait. Et c'est l'antenne de Victoriaville et sa région. Ce sont exclusivement des bénévoles qui travaillent pour monter les activités et la programmation. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez pris un intérêt dans l'Université de troisième âge? À ma retraite, je suis venue m'établir à Victoriaville et pour moi, la santé, c'est important. Donc, la santé physique, c'est important, mais la santé intellectuelle aussi. Alors, je me cherchais une activité intellectuelle à faire dans la région et j'ai rencontré l'UTA. J'ai assisté à plusieurs conférences et cours et ça m'a agréablement surpris de constater la qualité des professeurs et la qualité des conférences. Je me suis impliquée brièvement au comité de programmation aussi. Et il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le travail de ces fameuses bénévoles qui mettent leur cœur et leurs compétences pour monter une belle programmation. Et quels sont justement les programmes, les sujets qui vous ont intéressé le plus? Personnellement, moi, c'est la santé, l'histoire et les arts en général là, qui m'attirent le plus dans les activités de l'UTA. Est-ce qu'avant, vous faisiez aussi comme vous travaillez sur ces domaines? Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé maintenant dans la santé? J'ai travaillé dans le domaine de la santé tout au long de ma carrière, dans plusieurs fonctions différentes et dans plusieurs organisations différentes. J'ai terminé ma carrière au ministère de la Santé et donc c'est un domaine qui m'intéresse évidemment. Quant aux arts, c'est un domaine qui m'a toujours intéressé toute ma vie et je fais un petit peu de peinture. Et maintenant, vous êtes retraité, oui?
Oui, je suis retraitée depuis presque 10 ans maintenant. C'est ça, j'ai travaillé dans le domaine de la santé au niveau des hôpitaux. J'ai travaillé aussi au niveau des agences de santé régionales et pour finir au ministère de la Santé à Québec. Madame Lina, est-ce que vous avez participé, par exemple, dans des conférences de presse dans votre vie professionnelle? J'ai déjà participé à des congrès, des colloques, organisé des formations aussi également. Ça m'est arrivé aussi de participer à une diffusion là, de vidéos au niveau des organisations. Ça m'est arrivé, oui. Et justement, on peut faire comme un lien de votre intérêt pour l'Université de troisième âge et pour tous les domaines que vous faites maintenant dans la vie des professionnels que vous avez avant? C'est sûr que la communication, c'est un domaine qui m'a toujours intéressée également. J'ai eu quelques formations aussi à ce niveau-là au cours de ma carrière. Et puis, je connais personnellement les bénévoles du comité de programmation de l'UTA, dont j'ai fait partie brièvement. Et puis, ça me fait plaisir là, de participer avec elles à la diffusion de leurs activités. Et Madame Lina, et par rapport à les conférences dans la bibliothèque de Plessisville, est-ce que vous pouvez nous donner comme tous les titres et les dates des conférences en première? Et oui, et après, on peut ir sur les détails. OK. Alors, il y aura 2 blocs de 2 conférences. Un thème porte sur la santé et l'autre thème sur histoire et légende. Le premier thème sur la santé, la première conférence est le 2 avril et porte sur la douleur chez les aînés. La deuxième conférence sur le thème de la santé est le 7 mai et s'intitule « À la recherche du microbiote ». Le deuxième bloc de conférences, Histoire et légende, se donne essentiellement au mois d'avril. La première est le 23 avril et porte le titre de « À la recherche de l'Atlantide », alors que la dernière conférence de ce bloc-là est le 30 avril et s'intitule « Frontenac, ce grand inconnu ». Et bon, si on parlait de la conférence, les douleurs chez les aînés, et qu'est-ce que c'est les douleurs? Est-ce qu'il y a des échelles pour la douleur? Ça va faire partie de la conférence de M. Guillaume Léonard, qui est professeur titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et qui est chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement du CIUS-CHUS de Sherbrooke. C'est l'objet d'une de sa conférence. D'accord. Et est-ce que vous savez quelles sont les raisons plus fréquentes de la douleur chronique? On sait que la proportion des personnes qui souffrent avec des douleurs chroniques, c'est 1 personne sur 5. Et ce pourcentage augmente considérablement après 65 ans. On parle alors de 70% pour les 65 ans et plus et de 90% pour les personnes de 85 ans et plus. On sait qu'au Québec, la proportion de la population de 65 ans et plus, c'est 20%. Ça veut dire qu'il y a environ 1,25 million de personnes au Québec qui peuvent souffrir de douleurs chroniques. Et si on passe maintenant à la conférence sur le titre « À la découverte du microbiote », qu'est-ce que c'est un microbiote, Madame Lina? Le microbiote, ça va nous entretenir des microbes qui colonisent notre corps, le corps humain. Ces bactéries-là peuvent nous aider à nous protéger des agents pathogènes ou nous aider à absorber les nutriments. En fait, les microbes sont partout. Ils sont partout autour de nous, sur nous et en nous. Et le séquençage de l'ADN nous a permis de découvrir que la diversité des micro-organismes qui colonisent notre corps et notre environnement est absolument immense. Et quelle est la situation de la recherche sur les microbiotes à l'université maison de l'Université de troisième âge, c'est-à-dire l'Université de Sherbrooke? C'est la professeure qui nous donne la conférence, c'est Mme Isabelle Laforêt-Lapointe. C'est une professeure adjointe en microbiologie de l'Université de Sherbrooke. Et moi, je peux vous dire qu'elle va nous parler des microbiotes humains, surtout. Il y en a 5 microbiotes humains. On a le cutané, le vaginal, le placentaire,
celui des organes sexuels masculins, et bien sûr intestinal, qui est certainement le plus connu, et c'est celui qui contient le plus de micro-organismes dans notre corps humain. Le professeur Laforêt-Lapointe va nous parler du monde des microbes et de l'écologie microbienne, c'est-à-dire l'interaction entre les micro-organismes eux-mêmes et notre corps, au rôle des microbes dans le développement du système immunitaire en début de vie, ainsi qu'à l'importance de la diversité des microbes dans la résistance aux maladies. Il sera aussi question des recherches sur les interactions entre les microbes et la végétation urbaine, le pollen et les maladies auto-immunes. Donc, cette professeure, Madame Laforêt-Lapointe, va nous amener en voyage dans le monde de l'infiniment petit. Bon, Madalena, maintenant, on laisse un peu de côté la science, la santé, pour passer au mythe. Bon, quel sera le sujet principal de la conférence à la recherche de l'Atlantide? Le mythe de l'Atlantide prend sa source dans un récit de Platon, dont l'histoire se situe à environ 9600 ans avant Jésus-Christ. C'est basé sur la mythologie grecque et ça a une portée philosophique et politique. En gros, l'Atlantide est une île qui est dédiée au dieu Poséidon, qui sera englouti dans la mer par un tsunami provoqué par Zeus, qui voulait punir ses habitants qui étaient devenus décadents et guerriers. Cette histoire a fait oublier pendant très, très longtemps et c'est un politicien américain qui a remis le récit à la mode à la fin du 19e siècle. Et dès lors, de nombreux auteurs rivalisèrent d'imagination pour créer leur propre interprétation de ce mythe-là. Et chose assez cocasse, j'ai fait une recherche sur Google et j'ai trouvé 161 livres portant sur ce sujet-là et 13 films qui ont été faits sur le sujet de l'Atlantide. Donc, M. Pelchat va nous amener le côté plus scientifique de la chose, c'est-à-dire est-ce que c'est vrai ou faux ce mythe-là? Et c'est ce qu'on va découvrir avec M. Pelchat. D'accord. On voit toujours qu'il y a beaucoup de rues au Québec qui s'appellent Frontenac. Mais à Plessisville, non. On va dans la MRC de l'Érable et non. Prochainement, il y aura une conférence de formation Frontenac, ce grand inconnu, qui a été Louis de Buade, le comte de Frontenac. Oui, c'est ça. Alors, Louis de Buade, comte de Frontenac, est né en 1622. Il est mort en 1698 à Québec. C'est un militaire et un administrateur qui a été reconnu comme architecte de l'expansion française en Amérique du Nord et défenseur de la Nouvelle-France. Il a aussi établi des comptoirs pour la traite de fourrure. Et chose assez cocasse, l'histoire relate que Frontenac aurait eu probablement une relation amoureuse avec la marquise de Montespan, qui était alors la favorite du roi Louis XIV, et que ce dernier, furieux, a envoyé Frontenac à l'extérieur du pays, illico presto. Donc, Frontenac est resté à Québec pour une durée d'à peu près 20 ans. Et est-ce que vous avez fait comme un sondage dans l'Université de Troisième Âge pour connaître les sujets qui tirent plus l'attention des élèves? Oui. Il y a eu un sondage qui a été fait dernièrement. Et effectivement, les sujets qui ressortent le plus sont l'histoire, la géopolitique, la santé, les arts. Bon, mais pour terminer, s'il y a des gens qui s'intéressent pour les conférences, où ils peuvent s'inscrire et combien ça coûte? Combien c'est le prix? Vous pouvez vous inscrire par courriel à uta.victo@uSherbrooke.ca ou par téléphone au numéro 819-998-9041. Alors, vous allez avoir une personne au bout du fil ou au bout du courriel qui va pouvoir vous inscrire aux activités. Parfait, Madame Lina. Merci pour les rappels, pour l'information que vous avez donnée ici dans cette émission. Merci beaucoup pour toute l'information. Merci. Ça fut un plaisir.
Vous venez d'entendre Mme Lina Sévigny, bénévole et étudiante de l'Université du troisième âge qui s'intéresse à promouvoir les activités de notre organisation dans la région de l'Érable. Elle nous a expliqué comment le plaisir d'apprendre tout au long de la vie adulte peut se combler avec l'offre de conférences de l'Université du troisième âge. Nous vous rappelons que les prochaines conférences sur la santé auront lieu les mardis 2 avril et le 7 mai 2024 de 13h30 à 16h dans la bibliothèque Linette-Jutras-Laperle, située au 1800 de la rue Saint-Calix à Plessisville. La rencontre du 2 avril traitera de la douleur chez les aînés, alors que celle du 7 mai présentera la découverte du microbiote. Pour les personnes intéressées à l'histoire, mardi le 23 avril, à la même heure, un conférencier nous entretiendra de la recherche de l'Atlantide et le 30 avril, nous découvrirons le sujet Frontenac, ce grand inconnu. Pour plus d'informations, si vous désirez vous inscrire à ces formations, vous pouvez communiquer avec l'Université du troisième âge d'Arthabasca-Érable par courriel à uta.victo@usherbrooke.ca ou par téléphone au 819-998-9041. Nous serons de retour prochainement dans ce segment de l'Érable en bref à la TVCE avec plus d'informations pour les curieux et curieuses de 50 ans et plus de notre région. Vous avez entendu les premiers segments de l'Université du troisième âge dans l'Érable en bref. Nous avons fait aussi un résumé de quelques points de relevance pendant la séance du Conseil de la ville de Plessisville du 11 mars 2024 et souligné quelques préoccupations citoyennes. Maintenant, nous arrivons à la fin de la mission Érable en bref de cette semaine. Nous vous invitons à regarder aussi notre émission Érable approfondie d'1 heure de durée. Pour l'instant, nous vous souhaitons une bonne semaine. À la prochaine!